Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui avenue des Gobelins qui démarre derrière moi au pied de la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement et qui remonte en pente douce jusqu'à la place d'Italie dans le 13e arrondissement. Vous verrez que le temps semble s'être arrêté sur cette artère. Les cinémas de quartier, les boutiques, les brasseries lui donnent un petit air de fin de siècle. L'avenue des Gobelins, c'est en quelque sorte une carte postale des années 80 et depuis 2018, le berceau des nounours. Une incroyable aventure qui fait rayonner le quartier dans le monde entier. Allez, on est parti les amis pour une nouvelle balade dans Paname. Cette semaine, Yvan ira à la découverte du mobilier national, véritable garde-meuble de la nation, où sont entreposées des pièces de valeur inestimable. Ça veut dire que là, ça a été créé pour Louis XIV, il a dû ouvrir là, ce petit tiroir. Qui sait? Frédéric Gersal tentera de percer le mystère de la Reine Blanche et nous fera découvrir l'histoire d'un château au passé industriel. Alors s'agissait-il de Marguerite de Bourgogne, Blanche de Bourgogne ou bien de Blanche de Castille, on ne sait pas. En poussant les portes de l'échoppe de Monsieur Harra, Yvan pénétrera dans une faille spatio-temporelle peuplée de lustres, appliques et lampes magiques. Là, on est transporté dans le temps. On est à quelle époque, là? C'est le 19e élargi que j'aime appeler l'autre siècle des Lumières. Nous irons ensuite chatouiller nos papilles à l'auberge Etchegory, guinguette des bords de Bièvre, fréquentée par Victor Hugo et sa bande de copains. C'était un endroit où on venait un peu s'encanailler ici. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est pareil. On s'encanaille. C'est un petit peu plus sage, on mange des spécialités basques. Mais pour commencer cette émission, partons à la rencontre d'un personnage haut en couleur, Philippe, le papa des nounours de l'avenue des Gobelins. Salut les gars! Donc, ça mérite un petit selfie ça quand même. J'adore. Non mais regarde, il n'y a plus de place. Oh regarde, il y a une trottinette. Salut Philippe! Bonjour. Tu crois que ma trottinette peut avoir un nounours? Ouais. Ouais. Tu veux devant ou derrière? Devant. Allez. Tu souris, tu vois tout? Ah bah c'est parti. Bon bah salut les gars! Salut. Bon allez reviens Philippe! Tu peux me présenter ton nounours? Oui, alors c'est Hubert. Ah, Hubert. Hubert, il veut faire les livraisons dans tout Paris, donc on l'a appelé Hubert. Il y a celui qui adore le métro. Il ne se déplace qu'en métro. C'est grâce à ça qu'on connaît les Gobelins, le quartier des Gobelins. Ouais, et c'est surtout grâce à toi aussi. Oui. T'es leur papa, tous ces nounours. Moi, je suis le papa des nounours. C'est moi qui ai décidé de mettre des nounours partout pour faire sourire les gens. On a commencé par quelques-uns, puis en fait, on a commencé par Oncle Jules qui est dans la vitrine, qui fait 2,40 m. Il est balèze lui, ouais. Et on pense que c'est lui qui a fait venir tous les autres. Ce qui est important de souligner, c'est que les nounours, ils vivent vraiment leur vie. C'est eux qui décident de l'endroit où ils ont envie d'aller. C'est eux qui décident oui et non. C'est-à-dire que les nounours des Gobelins, il y a 4 quantités. Il y a une première quantité, c'est celle qu'on voit aux terrasses de café, chez le pharmacien. La deuxième, il faut savoir qu'on prête des nounours aux particuliers pendant 48 heures. Et que pendant 48 heures, le nounours vient vivre la vie de la personne. Ils peuvent choisir entre un garçon, une fille ou un transgenre. On se met d'accord sur le jour où ils viennent chercher le nounours. Donc tout ce que la personne fait, pendant 48 heures, il doit être là. Descends! Ils n'écoutent pas. Hein. Donc là, j'en ai installé chez les commerçants qui ont accepté d'avoir un nounours et ils les ont mis en situation par rapport à leur boulot. Bonjour. Bonjour, Waouh, c'est super chouette chez vous. bienvenue Merci. Donc vous êtes un des premiers à avoir adhéré, paraît-il, à au Nounours. la Nounours Mania. Ça fait quelques années qu'ils sont avec nous. Quand il est rentré, Philippe, ici, avec son premier nounours, Un peu pour un fou. Non, il est rentré, il m'a montré un petit peu les photos de ce qu'il faisait. Et franchement, ouais, j'ai trouvé ça tout de suite très sympathique. Et vous êtes au courant de toute leur histoire, tout ce qui leur arrive aux nounours, aux Et événements? on les suit, Il paraît qu'ils- ils ont une super page Facebook. Vous Donc on étiez les au suit. mariage? Non. Non? C'est quoi cette histoire de mariage, Philippe? J'avais besoin de place dans la nounours mobile. Et donc j'ai déposé 4 nounours dans un petit restaurant du 13e arrondissement qui s'appelle Au Banquier en leur disant vous pouvez me garder 4 nounours, j'ai un pote à aller chercher à l'aéroport et je reviens. Et je reviens 2h30 plus tard et elle me dit Philippe,
on a fait une connerie. Ils me montrent une vidéo et en fait, pendant que je me suis absenté, ils ont filmé la naissance d'un nounours des Gobelins qui est né dans le restaurant, s'y attendait pas du tout, moi non plus. Et comme Goloso était né hors mariage, on a demandé un mariage. Et Régulariser. Régulariser la situation. le maire du 13e a célébré un mariage devant... Alors on a fait venir 69 nounours du monde entier. Il y a eu 2000 personnes qui sont venues pour le mariage. Tous les humains étaient debout et les nounours s'étaient posés sur les bancs. Bravo, je crois qu'on peut les accueillir. Alors moi j'ai un problème, c'est que ce carrefour-là, le nounours il a peur. Parce que tu vois, t'as la piste cyclable, t'as la rue. Alors ce que je te propose, c'est que tu lui donnes la main. D'accord. Tu lui donnes la main, Ouais. on va le porter un petit peu, hein, Ouais. et puis on va lui faire traverser. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Regarde à Vas-y. droite, à gauche d'abord. Allez, on y va. Regarde, petit bonhomme est vert. Regardez-le dans les yeux, dites-lui non. Vous pouvez plus lui dire non, c'est pas possible. Bonjour. Je sais pas. Bonjour. Ah, il est là. Hubert. Ah, vous connaissez Hubert? Oui, bien sûr. Vous les connaissez tous? Oui. Et vous en accueillez combien? En ce moment, j'en ai deux, là. Oui, il y en a un qui n'a pas la même couleur, d'où il vient. Alors celui-là, il a été en vacances en Tunisie. Ah. Et il y a un curieux phénomène chez les ours qui sont exposés longtemps au soleil, c'est qu'ils bronzent, mais ils ne débronzent pas. Il a de la chance, lui. Oui, donc, mais il demande beaucoup plus de miel, donc on était obligé de le mettre sous perfusion. Parce que normalement, c'est 14 pots de miel par jour, donc on ne pouvait plus, donc on l'a mis sous perfusion. Ah, ils sont gourmands, oui. Ouais. Et l'autre à côté, ça va, lui aussi. Ça, c'est l'enfant. Joséphine. Il a été vacciné, au fait? Joséphine, lui, il vaccine. Ah, c'est Joséphine vaccine, c'est une d'accord. vaccineuse. C'est une vaccineuse. Elle a passé plusieurs semaines aux archives nationales à l'exposition Napoléon, et depuis, elle se prend pour Joséphine de Beauharnais. Ça va bien, vous, à l'avenue des Gobelins? Oui, ça va. Donc là, on va prendre la voiture, on va prendre la nounours mobile, qui est un petit peu occupée, et on va aller chercher Oncle Jules. C'est le double, voire le triple des nounours de l'avenue des Gobelins. Hop! Elle fait un petit effort! Vas-y, rentre. Tu descends tout de suite. Allez. Ça passe, faut baisser? Hop là! Ça va, tu ne l'attaches pas? Non? Bon, allez, Salut. à très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Ciao! Meubler les palais de la République, telle est la mission du Mobilier national. Yvan se rend dans cette institution, héritière du garde-meuble royal, pour tenter d'y dénicher des pièces rares. C'est absolument incroyable. C'est dingue cet endroit. Ici, c'est ce qu'on appelle quoi? Le coffre-fort, le showroom? Alors nous, on l'appelle la réserve Perret. Alors moi, je suis venu avec ma liste de courses. J'ai besoin d'une console, de sièges, qu'est-ce que je peux prendre encore? De torchères. Est-ce que j'y ai droit? Alors, vous n'y avez pas droit, je le crains, Ah, parce que vous n'êtes pourquoi? probablement pas un affectataire de droit du mobilier national. On a une liste, en fait, d'institutions publiques, à commencer par toutes nos ambassades de France à l'étranger, tous nos ministères, toutes les résidences présidentielles, les résidences du Premier ministre. C'est-à-dire que l'objectif de l'ameublement, des ameublements que nous faisons, si vous voulez, c'est de montrer les arts décoratifs et la création française. Et ce qu'il y a de meilleur et de plus excellent, c'est ici. Là, A priori, c'est une- oui, on essaie de faire en sorte que ce soit ici. Moi, j'ai vu cette pièce-là. Je la trouve absolument incroyable. C'est un peu la Ah. première. Hein. Oui. C'est Oui. de qui, ça? C'est Boulle, c'est ça? Alors, c'est Boulle, ça c'est une marqueterie Boulle, donc c'est ce qu'on appelle un cartonnier, parce qu'il y a des petits tiroirs dans lesquels on pouvait mettre ses papiers, ses affaires. Ça veut dire que là, ça a été créé pour Louis XIV. Il a dû ouvrir là, ce petit tiroir. Ah, qui sait? Alors moi, j'aimerais comprendre comment ça se passe exactement. Mais par exemple, voilà, je suis devant le bureau de Valéry Giscard d'Estaing, qui est Absolument. ici. Qui est absolument Magnifique bureau de Riesner. Riesner, donc c'était un grand ébéniste du Des XVIe, plus c'est ça? grands, oui, il y a des plus grands ébénistes du XVIIIe siècle. Et Valéry Giscard d'Estaing, en fait, avait ce bureau quand il était ministre des Finances. Et quand il devient président de la République, il souhaite l'emporter. Et donc, où il fait écrire à l'époque au Mobilier national pour demander l'autorisation de garder son bureau de ministre des Finances à l'Élysée. Bon, la requête a été acceptée. Voilà. Là, on passe à côté de pièces beaucoup plus contemporaines. Oui, C'est résolument l'autre contemporaine. mission hein, du Absolument. Mobilier national.
C'est de faire travailler des artistes contemporains. Oui. Ça, c'est une console? Ça, c'est une console. C'est de qui? C'est une console de Pierre Renard. C'est du bois lamellé collé, donc c'est une technique assez compliquée, surtout assez compliquée quand on fait comme cela une espèce de ruban infini. Et là, on a des exemples encore devant. Absolument. Alors ça, il y a un mélange là de pièces achetées par des designers, achetées à des designers, et puis de pièces qu'on a vraiment prototypées dans nos ateliers. Ça, je peux acheter? Alors ça, vous pouvez acheter, c'est une des particularités récentes de notre... bien sûr, c'est fait pour ça même. Voilà, c'est une des particularités récentes de notre politique. Aussi, c'est de sortir peut-être parfois de la pièce unique pour nous ouvrir à de la diffusion. Alors, effectivement, vous entreposez, vous restaurez aussi. Ça, c'est important, c'est une des grandes missions du Mobilier National. Il y a les ateliers de restauration. Absolument, nous avons 7 ateliers de restauration qui entretiennent ce patrimoine mobilier, mais également d'ailleurs les tapisseries et les tapis aussi. Et nous entretenons comme ça des savoir-faire très précieux et très rares. On a la chance ici d'avoir des techniciens d'art d'une très très grande virtuosité, je dirais. Et d'ailleurs, d'avoir un des derniers ateliers qui existent en Europe de menuiserie en siège que je vous invite à découvrir. Ça va, Lou? Oui, bonjour Yvan. Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors là, je suis en train de restaurer un fauteuil tournant ayant appartenu à Napoléon. Donc c'est un très très beau fauteuil, c'est une pièce qui est assez rare. On ne voit pas souvent des fauteuils tournants de ce style. Sa particularité, c'est qu'il y a tout un système, une petite mécanique astucieuse où en fait, grâce à un système de galets et ici un petit système de ressort, on peut venir assembler la ceinture et faire pivoter la totalité de ce qui sera l'assise. D'accord, donc c'était un fauteuil qui avait quelle fonction? Donc c'est un fauteuil qui était placé dans la tente de campagne de Napoléon et qui pivotait entre sa table des cartes et sa chaîne de commandement. Qu'est-ce qui lui arrive à ce fauteuil? Il y avait plein de petites choses qui avaient besoin d'être restaurées là-dessus, notamment des manques de bois à plusieurs endroits. Les galets étaient manquants et tout le système de ressort ici et de mécanique était manquant. Donc j'ai dû refabriquer la petite clé que vous voyez là, retrouver un petit ressort qui convienne ici, et puis refabriquer la clé qui permet aujourd'hui d'actionner le système. C'est une restauration très importante, ça. C'est une pièce quand même très très rare. C'est une pièce assez rare. Moi, ça fait 6 ans que je travaille ici. C'est la première fois que je vois passer une pièce comme ça dans l'atelier. Voilà. Donc déjà là, les 4 pieds viennent bien. C'est les bons au bon endroit. C'est les bons au bon endroit. Comme je vous le disais, le fauteuil, c'est de la dentelle. On a tous les éléments. Donc moi, quand je l'ai reçu, toute cette partie-là était complètement cassée. Et donc, il n'y a plus qu'à le poser? Il n'y a plus qu'à le poser sur ces 4 pieds. Hop. Lou, c'est combien d'heures de travail à peu près là-dessus? C'est difficile à dire. On est souvent arrêté d'une restauration à une autre. Je dirais quelques semaines. Quelques semaines. Et il y a une sorte de pression quand on sait que, par exemple, ce siège, il a appartenu à un grand personnage de l'histoire de France? Dans les premiers temps, en travaillant ici, oui. Et puis petit à petit, on apprend à se détacher de ces choses-là. Un peu comme un chirurgien, je pense qu'il va opérer tous les jours. Au bout d'un moment, il ne se pose plus la question. De toute façon, il faut opérer. Et il n'y a personne de plus qualifié que lui pour le faire. Merci beaucoup, Lou. Je vous en prie. Bon courage, à bientôt. You gave a warning, but you never give the signals that I'm wanting. Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan dans la cour d'honneur du château de la Reine Blanche, qui ouvre parfois ses portes au public. Ah, enfin, dites-moi, mon brave. Oui. J'aime bien que quand j'arrive au château, que les grilles soient ouvertes. Ah oui. Dépêchez-vous un peu. Pour les livraisons, c'est derrière, monsieur. Est-ce que la reine est là? Je vais vous en parler. Mais c'est incroyable, ce lieu. Oui. Là, il y a l'avenue des Gobelins. Oui. C'est animé, c'est bruyant, il y a de la circulation. Puis tout d'un coup, pouf, c'est tout tranquille. Havre ici. de paix, oui. C'est incroyable. Oui, incroyable. Et ça s'appelle le château de la Reine Blanche. Oui. Mais qui était donc cette reine? Alors finalement, c'est une histoire très ancienne, assez triste et très longue, et faite notamment beaucoup de légendes, figurez-vous. Il y aurait eu, à l'origine, ici même, un château qui aurait été créé à la demande d'une femme. Alors s'agissait-il de Marguerite de Bourgogne, Blanche de Bourgogne, ou bien de Blanche de Castille, puisque c'est vraiment la grande reine blanche que nous connaissons dans notre histoire. S'agissait-il de cette femme, d'une autre femme? On ne sait pas. En tout cas, vers l'année 1300, un château aurait été construit ici, sur ce territoire. Et il a entièrement disparu. Et au milieu du XVIe siècle, la famille Gobelin, qui s'était installée
dans le quartier comme teinturier, a acheté ce terrain et a fait construire une maison forte, comme on l'appelait à l'époque, avec 2 tours, une que l'on voit derrière moi, et puis une autre qui se trouve sur l'autre façade, qu'on verra tout à l'heure. On va voir... Alors je vais vous emmener, parce que c'est une succession de cours, comme vous pouvez le voir. Elles sont pavées de la même façon depuis des siècles. Elles se succèdent. Il y a des passages qui les relient les unes aux autres. Et on va aller dans la cour suivante, où là, on va découvrir un lieu magique. Donc on va voir ça? Oui, tout ça en pente douce, hein. Ah ben oui, en pente douce, oui. C'est bien pour les dahus. Ça n'existe pas. Mais si, ça existe, les dahus. C'est comme la Dame Blanche, la Reine Blanche. Alors, moi je sais plus maintenant, Frédéric, dites-moi, si c'est plus un château, qu'est-ce que c'est exactement ici alors? Alors c'est devenu, à partir du milieu du XVIe siècle, un lieu d'habitation voulu, construit par la famille Gobelin, qui utilisait les eaux de la Bièvre, qui l'intéressaient beaucoup, puisqu'ils étaient teinturiers. Et ça va être un lieu avec de l'artisanat, mais de l'artisanat de haute gamme, qui va devenir une véritable entreprise. Et cette activité de teinturerie, ça a duré jusqu'à quelle époque ici, autour de la Bièvre? Au XVIIIe siècle. Ça s'est arrêté? Oui, mais petit à petit, ça a été repris. Il y a eu d'autres entreprises. Il y a eu de la tannerie, il y a eu une huilerie qui s'est aussi installée. Ici, dans cette partie, dans ce bâtiment. Puis après, ça a été à l'abandon, pratiquement. Alors, ça a été à l'abandon, et puis ça a été morcelé avec différents propriétaires. Parce que là, on a des photos, là. Qui sont extraordinaires. Oui, qui nous racontent ce que c'était que le bâtiment avant sa rénovation. Absolument. C'était classé, monument historique. Mais on classait des bâtiments dans cet état-là? Oui, bah, bien sûr. C'était le seul moyen et le grand moyen de sauvegarder les pierres et l'âme du lieu. C'était ça l'idée, évidemment. Bravo en tout cas à tous les gens qui ont restauré. Alors ça a été un long travail, il a fallu attendre la fin des années 90. Merci Frédéric pour cette découverte. Ah, avec plaisir. Il existe à Paris des lieux magiques, envoûtants, comme l'échoppe de Monsieur Harra, boutique et musée dédié à l'art de l'éclairage. Bonjour Monsieur Harra. Bonjour Yvan. Ça me fait un joli chapeau, non? Ça vous fait une très belle frange, on pourrait presque dire vive la frange. Elle est incroyable, votre boutique. C'est ce qu'on me dit souvent. Oui. Je vais finir par y croire. Il faut y croire, parce que là, on est transporté dans le temps. On est à quelle époque, là? En gros, on est en train, entre 1775 et 1925, c'est le 19e élargi que j'aime appeler l'autre siècle des Lumières. Alors, autour de nous, qu'est-ce qu'on a précisément? Là, c'est la partie magasin. Dans cette partie, c'est le magasin. Les lampes, la plupart des lampes que vous voyez ici sont à vendre. Et après, on passe dans une autre pièce qui est à la fois mon atelier, mon stockage de pièces détachées et surtout la collection qui est connue maintenant sous le nom de Musée des éclairages anciens. C'est le seul qui existe en France. Eh bien, moi, j'ai très envie de découvrir ce musée. Eh bien, suivez-moi. Je vous suis. Ici, Monsieur Harra, ce sont tous vos trésors, alors? Il y en a encore un peu à la maison, mais le principal qui a un intérêt à être monté aux visiteurs, c'est ici, c'est mon petit coin musée, avec beaucoup de lampes qui sont en état de marche. Ah, et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces lampes? Alors, il y en a une première qui représente la première étape de la modernisation des éclairages à l'huile. C'est avec l'huile que ça commence au XVIIIe siècle. Et sur cette veilleuse, on voit un détail qui en fait la lampe la plus ancienne de l'époque moderne, c'est-à-dire la mèche plate. Qu'est-ce que ça apporte de plus, la mèche plate? Ça apporte quelque chose en moins, la fumée et l'odeur. La fumée et l'odeur, d'accord. Voilà. Et avec cette partie-là qui sort de mèche, on peut s'éclairer combien de temps? Une soirée entière. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Après, on arrive au milieu du 19e, où au même moment arrive l'éclairage électrique et la lampe à pétrole. Oui. Si vous voulez, on commence par une lampe parmi les plus anciennes de ma collection. C'est la lampe américaine des années encore 1850. Alors raconte-moi, comment c'est composé une lampe à pétrole? En gros, on va commencer par un socle. Cette partie-là, on peut appeler la colonne ou la jambe. Après, vous avez le réservoir. Dans des lampes très petites, on peut l'appeler la toupie.
Après, il y a le bec, la molette de réglage, la galerie qui tient le verre, et puis après, vous avez le verre de lampe. Et dans beaucoup de lampes, pour le confort d'utilisation, il y a aussi un diffuseur qui peut être un abat-jour, un réflecteur, un globe, une tulipe. C'est un abat-jour qui était fabriqué à l'origine par les imageries d'Épinal. Oui. On vendait ça sous forme de planche, à peu près de la taille d'une feuille A3. On découpait, on pliait, on collait et on formait un abat-jour. Quelquefois, il pouvait être très très simple, mais là, en l'occurrence, il est hérissé de petits objets qui sont des maisons. Mais de quel pays ? Eh bien, c'est ma ville natale. Je suis né à Istanbul et ça représente donc Constantinople au début du XXe siècle. Mais vous avez que des merveilles. C'est incroyable. Quelques-unes, effectivement. J'ai une lampe qui va pouvoir nous raconter sa petite histoire. Une lampe dont la publicité a été faite dans les années 1908-1910 à peu près, comme la lampe Phébus, la lampe parlante. Et voilà ce que ça peut donner. Ah! Il y a une certaine dynamique des flux qui se met en place et on va obtenir l'éclairage optimal en baissant la mèche. Et voilà la meilleure flamme qu'on arrive à obtenir de cette lampe. Ah, c'est magique, non? Merci beaucoup, monsieur Hara. Pour finir notre balade autour de l'avenue des Gobelins, Yvan se rend à l'auberge Etchegorie pour essayer de percer les secrets de la cuisine basque. Salut Dominique. Bonjour Yvan. L'heureuse propriétaire de cette illustre maison. Bienvenue chez Merci. nous. Qui était donc Madame Grégoire? Donc c'était la tenancière du cabaret et à l'époque un cabaret c'était un endroit où on buvait beaucoup, on faisait la fête. Je crois que l'alcool était dédouané au bout de la rue puisque la limite de Paris c'était le métro de la ligne 6. Et donc c'était un endroit où on venait un peu s'encanailler ici. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui c'est pareil. On s'encanaille. C'est un petit peu plus sage, on mange des spécialités basques. Alors, moi j'aimerais bien voir un peu l'intérieur. Oui. Parce que ça doit être chargé d'histoire quand même. Oui. Tu m'y emmènes? Oui, je allez, te suis. on y va. Bonjour madame. Tu me présentes Dominique? Oui, alors voilà ma maman. Ah, enchantée. Voilà. La gardienne du temple. La gardienne du temple depuis 1967. L'histoire. Et alors là, c'est le fameux tableau. Voilà, c'est le tableau de l'auberge Etchegorie. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte, ce tableau? Alors il nous raconte l'époque où l'auberge Etchegorie était le cabaret de Madame Grégoire. Donc c'est la dame qui est en bleu, là, debout, à la porte. Oui. Et attablé devant, des gens illustres. Donc on a Jean de Béranger qui sert à boire. Oui. Victor Hugo qui est de dos et qui est jeune, oui, à peu près Ah, 25 tout jeune, ans. là, ouais. Et on a Chateaubriand qui lève la main. Qui lève la main, Voilà. qui va vers lui. Dites donc, là, il y a quelque chose qui sent drôlement bon sous mon nez, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Très bon, mais compliqué à faire. C'est quoi? C'est une aventure. C'est chipiron à l'encre. Ah, et ça, c'est une spécialité maison. Tout à fait. Et je peux y goûter? D'abord, on va aller les faire. Ah bon, d'accord, faut que je bosse. Oui. Faut bosser ici pour mériter ce qu'on mange. Ok. Bon, bah, j'y vais. Merci, en tout cas. Merci de votre accueil. Salut, Jonathan. Bonjour. Ça va? Ouais, on se check comme ça? On se check comme ça, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors, ce midi, on a préparé des chipirons farcis. Enfin, on est en train de les préparer. On vous attendait pour les finir. Grand classique de la cuisine Grand basque. classique. Donc là, on a des poivrons. On a un peu de courgettes, d'aubergines, un peu de carottes et d'oignons. Donc ça, c'est les légumes qu'on va mettre. On va faire une niçoise avec ça. Et ensuite, on mélangera ça avec une farce de porc, de poitrine de porc. Évidemment, c'est du porc basque. Ouais, évidemment, ouais. Ah, ouais. Oignons, carottes, mes poivrons. J'adore ce geste. Moi, si je fais ça, il y en a partout. Alors, la cuisine basque, c'est vraiment une cuisine de produits. Hein. Ouais. Ah, là, ça commence à prendre... Là, ça prend un peu forme. Et t'as pas oublié ça? J'allais y venir, du coup. Le piment, les squelettes. Ah ouais, c'est Il n'y a quand même... rien de secret là-dedans, mais si on l'oublie, les gens le sentent tout de suite, en fait. Je te laisse le soin de le mettre. Et on en met combien? Ah, tu peux en mettre, les gens aiment ça. Déjà, ça sent bon. Hein. Moi, je le mange comme ça. Hein.
Ah, nos Merci, fameux Jonathan. chipirons. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Je vous sers. Ah bah oui. Et il y a le chorizo. Et le chorizo pour finir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci, Jonathan. Allez, on y va? On y goûte à ces fameux chipirons? C'est très très bon. On va terminer ici cette émission. Merci Dominique de ton accueil. Merci vraiment d'être venu. C'était en tout cas une très très belle balade. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir évidemment me parler sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Moi je termine ce plat. Hein. Je sais que toi tu connais, mais apparemment... Je vais le terminer quand même. Ouais, hein, tu vois. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, séquence Nounours, avenue des Gobelins, 8e. Clac. Le clac, il a eu du mal à monter au cerveau de la digestion. J'ai un petit boulot pour vous. Avec plaisir. Dans cet escalier-là, il y a une poutre de 14 mètres. J'ai un petit peu un doute, moi, sur la hauteur de cette poutre. Je demande de la mesurer. Non. Hein? Si. Oh là là, c'est très aléatoire.